Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue de vous retrouver dans Défense. L'actualité sécuritaire, l'actualité de défense, bien évidemment, c'est ce crash d'hélicoptère extrêmement rare avec ce type d'appareil. Cela s'est passé à Rafah. Il y a eu 2 morts de l'unité 669 et 7 blessés. Un sujet et on en parle juste après. Qui s'est produit à Gaza la nuit dernière. Un hélicoptère de l'armée israélienne s'est écrasé dans la région de Rafah. 2 soldats israéliens ont été tués. Le sergent-chef Daniel Alouche, 37 ans, originaire de Tel Aviv. Il laisse derrière lui une femme et 2 enfants. Le sergent-chef Tom Ish Shalom, 38 ans, originaire de Nesrarim, au centre du pays. Il était le père de 3 enfants. Les 2 hommes servaient dans l'unité de recherche et de sauvetage 669 de l'armée de l'air israélienne. Selon les premiers éléments de l'enquête, leur hélicoptère se rendait à Rafah pour évacuer un ingénieur de combat blessé. Lors de la phase finale de l'atterrissage, pour des raisons encore inconnues, l'appareil a violemment heurté le sol. À bord, 8 autres soldats ont été blessés à différents degrés de gravité. L'armée de l'air a annoncé l'ouverture d'une enquête pour comprendre les circonstances de l'incident. C'est la première fois qu'un tel accident se produit. Les vols d'entraînement à bord de ces appareils ont été interrompus par mesure de sécurité. Dans le même temps, Tsahal poursuit les combats, notamment à Rafah et Khan Younes. L'armée israélienne a nié les accusations du Hamas relayées par la presse occidentale concernant une frappe ayant visé des civils et occasionné un bilan très important. Le Hamas évoquait la mort de 40 personnes avant d'abaisser ce même bilan à 19 tués. Un chiffre similaire au bilan évoqué par l'armée israélienne qui parle de 19 terroristes éliminés. Parmi eux, Mahmoud Hamdan, présenté comme un terroriste ayant joué un rôle important le 7 octobre. Il a été éliminé dans une frappe aérienne après la collecte de renseignements aux côtés de 3 de ses adjoints. Bonsoir, lieutenant-colonel Éric Seton, officier supérieur de l'unité 669 de réserve. Merci de répondre à nos questions. Tout d'abord, bien évidemment, mes condoléances à votre unité, puisque vous êtes une sorte de famille. Un tel accident est-il si inhabituel que cela ? Bonjour Mathias, effectivement, c'est une très dure journée aujourd'hui. Nous avons 2 jeunes réservistes combattants qui sont tombés. Nous avons également des blessés qui sont encore en état grave et nous envoyons d'ici toutes nos condoléances aux familles et également tous nos vœux de rétablissement, de prompt rétablissement aux blessés, les pilotes, les médecins, les mécaniciens volants. Donc tout ça, c'est également toute une équipe qui est très très soudée et effectivement c'est rare. Mais durant cette guerre, nous avons eu de nombreuses pertes puisque l'unité a commencé à travailler également sur le terrain. Et ce n'est pas la première fois que l'unité perd des soldats, des commandos, et également, dans ce cas-là, un hélicoptère. Et c'est quelque chose qui est très grave. Ça va être étudié, appris, et nous savons, parce que la guerre, c'est le milieu où tout peut arriver. Et nous apprenons constamment et nous continuons nos missions. Le jour même, les missions ont continué pour sauver les blessés qui étaient sur place au niveau de l'hélicoptère et également d'autres blessés dans la bande de Gaza. Alors, contrairement à ce qui a été dit, bien évidemment, sur les réseaux sociaux, l'hélicoptère n'a pas été impacté par un missile ennemi. Il aurait percuté éventuellement une Jeep au sol. Est-ce que c'est un scénario auquel vous auriez pensé ? Comme je vous l'ai dit, effectivement, nous allons étudier ça de façon la plus profonde possible. L'armée de l'air est connue pour savoir faire des enquêtes sans rien cacher, pour tout apprendre, parce que la prochaine fois, nous continuons à voler et à se poser dans des endroits très dangereux, très difficiles, que ce soit sous le feu ennemi ou que ce soit sur des terrains qui sont effectivement pas complètement débarrassés, pas complètement connus. Et donc, c'est quelque chose qu'on va apprendre en collaboration également avec l'armée de terre, puisque nous servons en fait l'armée de terre lorsque nous évacuons les blessés. Nous travaillons en collaboration très intime avec eux et nous allons apprendre ce qui s'est passé. Est-ce que c'est une faute humaine, ce qui est toujours possible? Est-ce que c'est une faute technique, un problème technique? C'est quelque chose qui va être une enquête approfondie va être menée, parce que
c'est ce que nous faisons en fait. Nous volons, nous sauvons des vies, mais également toujours au péril de notre vie. Et c'est à la fin quelque chose qui doit aboutir sur une meilleure compréhension pour faire ça toujours, pour toujours s'améliorer. De quel appareil on parle? Parce que le Yanchouf en hébreu, c'est-à-dire le Black Hawk en anglais, c'est un appareil qui est plutôt récent quand même. Alors c'est un hélicoptère Black Hawk américain qui est rentré en fonction en Israël dans les années 2000, qui est un hélicoptère de haute capacité de transport de troupes, de transport de blessés. C'est un hélicoptère, je peux vous dire que j'étais présent lorsqu'on l'a introduit par rapport aux anciens hélicoptères, les Bell 212, qui est 100 fois plus supérieur au point de vue de la vitesse, au point de vue des capacités de transport, au point de vue de la manœuvrabilité. Donc c'est un hélicoptère qui est également qui sait également répondre à des difficultés au point de vue du vol et au point de vue des atterrissages, capacité d'atterrissage. Les pilotes savent atterrir dans de nombreux endroits, mais pendant la nuit, il y a des fois des endroits qui sont pas complètement débarrassés, où le pilote également peut avoir une mauvaise indication de l'endroit précis de l'atterrissage, et ça peut être extrêmement dangereux comme on le voit. Donc toutes les missions que nous avons effectuées pendant cette guerre, que ce soit à l'intérieur de Gaza ou à l'extérieur, au pourtour, sont des missions extrêmement dangereuses et on a eu la preuve aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est que lorsque vous opérez, vous en avez fait des centaines, peut-être des milliers d'opérations comme celle-ci, Éric Seton, que ce soit à Gaza ou au Liban, au moment de la deuxième guerre du Liban. Vous êtes en vol au péril de votre vie, finalement. Alors, je crois d'abord, il faut comprendre que c'est une équipe formidable, c'est une équipe soudée, c'est des pilotes, des commandos et des équipes médicales qui travaillent, chacun dans sa vision. Le pilote est responsable de la mission et de nous amener sur place. Les commandos sont responsables de la sécurité et également de tout ce qui est technique du point de vue sauvetage. Et les médecins et les paramédics sont responsables de tout ce qui est le côté médical. Et nous travaillons toutes les trois équipes de façon intense et très liée. Et c'est quelque chose qui nous permet, à la fin, de savoir que au bout, il y a un blessé. Donc tout ce qui est dangereux, tout ce qui est autour peut nous impacter et réduit à néant lorsque nous savons que derrière, il y a des blessés, des soldats d'Israël que nous devons sauver et amener le plus rapidement possible à l'hôpital, parce que c'est notre mission et c'est la plus belle mission de l'armée israélienne, c'est de ne laisser personne derrière, de sauver toutes les vies humaines. Voir des otages, puisqu'on sait que vos équipes de 669 sont celles qui ont ramené tous les otages de Gaza vers Israël. Tout à fait, que ce soit civil ou militaire. Merci, lieutenant-colonel Éric Seton. Merci Mathias. Alors on change complètement de sujet et on reste dans la même région. J'ai la chance d'avoir avec moi Yossi Abravanel. Je vous donne la parole dans un instant. Vous êtes le directeur adjoint de Elnet Israël. Pourquoi je vous donne la parole? Parce que vous étiez pour la première fois avec une délégation d'officiers plus exactement dans Gaza. Écoutez et on revient vers vous dans un instant. On vient de sortir du village suédois qui est le quartier plus au sud de Rafah, un quartier qui a été donné à l'origine par le gouvernement suédois, c'est pour ça que ça s'appelle le village suédois. C'est ici derrière nous, vous voyez au bout du corridor de Philadelphie. Le village suédois, c'est un des endroits, comme c'est sur la mer, où la contrebande d'armes qui arrivait par la mer venait amener les armes. Et c'est là où il y avait les dépôts de munitions du Hamas. Donc il y a eu une très grosse bataille des forces de défense d'Israël dans le village suédois, parce que le Hamas voulait protéger les dépôts d'armes qui étaient arrivés par la mer. Et donc à la fin, évidemment, les forces de défense d'Israël ont réussi à tuer les terroristes dans le village suédois et à prendre le village suédois. Ils ont trouvé les plus grosses caches d'armes à l'intérieur de Rafah, à l'intérieur de ce quartier. Derrière moi, vous pouvez voir le quartier de Al-Sultan,
qui est le quartier dans lequel il reste encore le dernier bataillon du Hamas qui n'a pas été détruit. C'est probablement dans ce quartier qu'il reste encore les derniers otages. Les 6 otages qui ont été tués la semaine dernière ont été retrouvés dans ce quartier de Al-Sultan qui est juste derrière moi. Et on retrouve Yossi Abravanel. Je vous voyais regarder cette vidéo avec attention. C'est la première fois qu'une ONG parvient à faire rentrer dans Gaza, et pas n'importe où à Rafah, des officiers supérieurs d'armées de plusieurs pays, en fonction ou pas. Racontez-nous. Alors tout à fait Mathias, c'est la première fois que Tsahal et le ministère de la Défense donnent une autorisation pour une si grande délégation pour entrer à l'intérieur de Gaza. On parle de 15 officiers supérieurs, donc des généraux, des colonels et des lieutenants-colonels de 6 pays de l'OTAN, donc les États-Unis, le Canada, la Roumanie, la France, l'Australie, et j'en oublie un, et le Canada. Et donc on a réussi à convaincre en fait tout simplement l'armée de l'importance d'emmener des experts dans le domaine militaire pour pouvoir mieux expliquer la guerre à l'extérieur. Pour ça il fallait leur donner un plein accès au terrain de guerre et les faire rencontrer tous les commandants de l'armée israélienne. C'est dur de les convaincre. C'est dur de les convaincre, sachant que c'est toujours dur parce que l'armée elle a toujours tendance à ne pas vouloir rentrer ni des civils ni des gens de l'extérieur à l'intérieur d'une zone de guerre. D'abord parce que c'est dangereux et de deux parce que c'est tellement complexe à expliquer que ça peut se retourner en termes d'information. Et de convaincre ces hommes, ces officiers à qui on répète depuis des mois, le président américain en tête, l'armée israélienne va faire un massacre à Rafah. Et pour l'instant, ce n'est pas le cas. Alors, je vais vous dire qu'une partie d'entre eux sont venus, quand ils sont arrivés, ils étaient très critiques par rapport à l'opération qu'Israël mène aujourd'hui dans Gaza, notamment le chef de la délégation, le général John McCall, qui était l'ancien commandant des forces de l'OTAN, donc quelqu'un avec beaucoup de poids, de background aussi sur tout ce qui est terrain de guerre, avec beaucoup d'expérience. Et d'ailleurs, le général McCall a écrit aujourd'hui un article dans le Times où justement il explique qu'il a changé d'avis parce qu'après ce qu'il a vu sur le terrain, après la rencontre avec les officiers de l'armée et les officiels du gouvernement, il a compris qu'en fait c'était tout à fait différent de ce qui est expliqué au monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui Israël est confronté à un terrain de guerre des plus compliqués. Lui-même explique dans l'article qu'il a écrit que c'est plus compliqué que la guerre en Afghanistan, la guerre en Irak et en termes de ce qu'on appelle modern warfare, c'est-à-dire les théâtres de guerre modernes. Mais il va plus loin dans cet article parce qu'il dit qu'il est convaincu qu'Israël respecte les règles d'engagement, ce qui n'a jamais été dit. Les règles d'engagement sont supérieures à celles des alliés, c'est ce qu'il dit à l'intérieur, tout aussi fortes que celles de l'armée anglaise, si ce n'est plus forte. Donc effectivement, lui-même, quand il est parti, on a fait un débriefing avec le Premier ministre et avec le ministre de la Défense, lui-même a dit qu'il a été très étonné de voir que, évidemment, les lois de la guerre, les lois internationales sont respectées à la lettre. Malheureusement, il y a des dommages collatéraux, mais dans la loi internationale, on comprend que sur un terrain de guerre, il y a des dommages collatéraux. C'est-à-dire que si vous prenez par exemple la bataille de Mossoul, le rapport entre civils tués et terroristes tués, à Mossoul, c'est une ville d'1,5 million d'habitants en Irak, il y avait 5000 terroristes de ISIS, de Daesh à l'intérieur, il a fallu 100 000 soldats de la coalition, surtout des Américains, pour les tuer, ça a pris 8 à 9 mois, et il y a eu, on ne sait pas exactement le rapport civil tué par rapport à terroristes, mais on parle d'un rapport de 1 à 7, c'est-à-dire 7 civils tués pour un terroriste tué. Aujourd'hui, dans Gaza, on est à peu près à 46-47 000 morts, dont 17 000 terroristes. Donc vous avez un rapport de les chiffres annoncés par le ministère palestinien du Hamas aussi. Le Hamas aussi. Le Hamas est sur. La différence, c'est que le Hamas dit que c'est tous des civils, alors que nous, en Israël, on fait la distinction entre les civils et les terroristes. Donc vous avez un rapport de 1,5 à peu près, même si on veut être large de 2, 1 pour 2. C'est bien meilleur que la majorité des conflits modernes auxquels on a assisté ces dernières années. Là où vous roulez, c'est sur l'axe Philadelphie qui a été goudronné, contrairement à ce qu'il était avant. Je vais vous dire ce qu'on a fait à l'intérieur de Gaza. On est parti du point de passage de Keren Shalom, on a roulé sur 12 km sur tout l'axe de Philadelphie jusqu'à la mer. Sur le chemin, on s'est arrêté pour voir des tunnels qui ont été trouvés par l'armée israélienne. L'armée israélienne a trouvé 200 tunnels et ils en cherchent encore. Il y a des équipes du génie militaire de l'armée
qui sont placés tous les 15 mètres avec des foreuses. Toutes les foreuses d'Israël sont sur le corridor de Philadelphie aujourd'hui et ils forent pour trouver des nouveaux tunnels. Au moment où on était sur le corridor, on a vu un tunnel qu'ils étaient en train de découvrir en temps réel avec une machine à l'intérieur. Est-ce que les officiers supérieurs l'ont vu ça? Ah oui, tout à fait, ils l'ont vu avec la caméra à l'intérieur. On est même rentré dans le grand tunnel qu'on appelle le tunnel 160, celui où des camions peuvent rentrer, des jeeps peuvent rentrer, qui était un tunnel de ravitaillement en armes, en hommes, en tout, depuis l'Égypte jusqu'à Israël. Ils ont dit quoi? Ils rentraient à l'intérieur, ce tunnel rentrait jusqu'à 3,5 km à l'intérieur de l'Égypte. Quand ils ont vu ça, ils ont évidemment compris la complexité de cette guerre, parce que vous avez en fait une organisation terroriste qui avait un ravitaillement permanent par le corridor de Philadelphie, qui n'a jamais été coupé en fait de l'Iran, qui l'approvisionne en armes. Mais pourquoi je vous ai demandé de venir? Parce que il y a eu toutes sortes d'explications, de textes à la conférence de presse de Benjamin Netanyahou. Certains politiques, d'autres moins. Vous y étiez à l'intérieur. Et vous y étiez avec des experts militaires. Ouais. Est-ce qu'ils ont compris l'importance de l'axe Philadelphie pour enlever l'oxygène terroriste? Ils ont compris. C'est-à-dire que d'un côté, il y a l'aspect politique, à savoir si ça doit faire partie d'un deal. Ça, c'est une direction du gouvernement. C'est autre chose. Mais en termes de, on va dire, de pure analyse militaire, c'est essentiel d'être sur le terrain et d'avoir Philadelphie. Parce qu'aujourd'hui, ça coupe complètement le ravitaillement du Hamas. Ils sont complètement déconnectés du ravitaillement extérieur. Ils sont asphyxiés aujourd'hui. Ils sont, je l'ai dit dans la vidéo, il reste un seul bataillon du Hamas à l'intérieur de Rafah. Je dois dire qu'on était très étonnés, parce qu'on pensait qu'il y avait énormément de combats à l'intérieur de Rafah. L'armée israélienne a fait un travail fantastique. Elle a d'abord évacué tous les civils. Il n'y a plus un seul civil dans Rafah. Ils ont tous été évacués. Contrairement à ce que disait l'administration américaine. Tout à fait. Ils sont aujourd'hui à Al-Mawasi, qui est le camp de réfugiés, qui est au nord de Rafah. À l'intérieur de Rafah, vous avez aujourd'hui, je veux dire, le seul civil qu'on a vu, c'est un âne qui marchait qui déambulait dans les rues. Vous avez uniquement des terroristes. Et les terroristes sont aujourd'hui regroupés dans le quartier de Tal al-Sultan, qui est le seul quartier où il reste encore un bataillon du Hamas qui est encore en activité. Là où ont été plus ou moins exactement, là on a trouvé les corps. Lâchement assassinés les otages. Donc tactiquement, la bonne nouvelle, c'est qu'on est en train de gagner cette guerre. Évidemment, on a le problème des otages, qui est un problème terrible, parce qu'il n'y a pas vraiment de solution miracle. À part évidemment un deal ou un sauvetage, mais le sauvetage n'est pas très probable, en tout cas pas pour tous les otages qui sont encore vivants. Mais on va dire que tactiquement, ils sont acculés, ils sont à l'intérieur, ils devraient se rendre, on espère. Ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir la rencontre avec le Premier ministre, qui est décrié au niveau mondial, et le ministre de la Défense. Comment elle s'est passée? Alors avec le ministre de la Défense, c'était une rencontre très professionnelle, c'est-à-dire qu'on a parlé en fait des objectifs de la guerre, des challenges auxquels Israël est confronté, pas uniquement sur la frontière sud avec Gaza, mais aussi sur la frontière nord. Je ne peux pas divulguer tout ce qu'il y a à l'intérieur, mais en tout cas je peux vous dire que la prise de décision prend en compte tous les paramètres régionaux d'une attaque au nord. Le gouvernement n'a pas fait les choses à la légère, en essayant de garder une guerre à faible intensité avec la frontière nord et pas rentrer dans une guerre totale pour pas enflammer toute la région. Donc il y a quand même des décisions qui ont été prises de manière on va dire assez sensée jusqu'à maintenant. Et la rencontre avec Benjamin Netanyahou? La rencontre avec le Premier ministre nous a donné 1h15, ce qui est extrêmement rare dans l'agenda du Premier ministre. Lui, il était très intéressé d'abord de recueillir les impressions des officiers en tant que professionnels. Donc il les a écoutés. Il était aussi intéressé à savoir comment eux, en tant que professionnels, pouvaient nous aider ici en Israël à mieux expliquer la guerre. Et ce qu'il en ressort, c'est qu'on va d'abord nous continuer à faire des délégations avec le bureau du Premier ministre de ce type-là. On va peut-être essayer d'amener aussi de la presse à l'intérieur, ce qui n'a pas été fait jusqu'à maintenant. On a essayé de convaincre le Premier ministre que c'était une bonne chose à faire. Mais évidemment, c'est encore très dangereux à l'intérieur. Je dois vous dire qu'au niveau des tactiques qui ont été employées et qui sont toujours employés par le Hamas, c'est très très compliqué d'avoir des civils à l'intérieur. Vous avez dans toutes les maisons des caches d'armes, des explosifs. Une maison sur deux est piégée. Vous avez des caches d'armes à l'intérieur. Vous avez de simples kalachnikovs avec des cartouches, mais vous avez aussi des RPG. Et les terroristes qui sont uniquement en civil, quand ils se promènent à l'extérieur, peuvent entrer dans n'importe quelle maison, saisir une arme, tirer sur des soldats et repartir en tant que civil. Merci. Donc c'est compliqué.
Merci de ce témoignage, Pierre Bravanel. C'est rare que vous veniez en plateau et l'expliquer aussi bien, puisque vous aviez en plus les images avec vous. Merci d'avoir été avec nous, directeur adjoint d'Anet Israël. Merci. Vous parliez du Nord à l'instant, justement. Eh bien, on a Eliezer Amselem, qui est le chef de sécurité du conseil de Mahalé Yosef. Plusieurs dizaines de roquettes, Eliezer Amselem, qui se sont abattues aujourd'hui sur le Nord. Je vous ai posé la question juste avant, je vous ai appelé pour préparer cette émission. Je vous ai dit comment vous allez et vous m'avez dit pas bien du tout. Exact, vous avez raison. Aujourd'hui, nous avons eu depuis ce matin, plus de 50 objets. Il y a eu des incendies dans plusieurs villages. Ce que vous voyez derrière moi, c'est le Liban. Et maintenant, vous avez entendu le boom, je suppose. Oui. Il y a un instant, un avion a bombardé au Liban et nous l'avons entendu très très fort là. Voilà. Et les on voit le champignon. Déjà, si vous n'êtes pas en sécurité, essayez quand même de vous protéger autant que faire se peut. Vous avez la charge de 22 villages. Allez-y. Oui, en effet. Dans le conseil régional de Mahalé Yosef, dont je suis officier de sécurité, 22 localités, 29 évacuées. Je suis dans le Moshav Shomra et à l'instant, on voit une attaque de l'armée de l'air au Liban. Je suis donc pour l'instant dehors, mais si nécessaire, j'irai dans les abris. Eliezer Amselem, de plus en plus, on dit qu'une guerre est... Alors ça fait des mois qu'on le dit, mais selon la plupart des experts, elle ne peut être qu'imminente, c'est ce qu'ils disent. Quel est votre ressenti et qu'est-ce que vous demandez ? D'abord, nous exigeons une opération, une guerre véritable. Ça fait 11 mois qu'on est en guerre déjà, ça doit être clair. Il n'y a pas une seule journée sans qu'on tire sur les localités. Nous avons des blessés et dans un des kibbutz, nous avons des dizaines de bâtiments, peut-être même des centaines de maisons qui ont été touchées. Ça a détruit le tourisme, l'agriculture, les logements et le plus triste, c'est de voir des villages évacués et abandonnés. À part moi et un des soldats de la patrouille d'alerte pour sécuriser, il n'y a personne ici. On est tout seul. Il n'y a personne et les directives aujourd'hui, c'est de rester près des espaces protégés. Une grande partie de nos jeunes, on n'a pas le droit, on ne peut pas rentrer dans nos maisons parce qu'on est menacé. Moi, j'ai un véhicule blindé, ce que je n'ai pas fait depuis 65 ans, depuis que j'habite ici. Je suis dans des véhicules blindés. Eliezer, je disais il y a quelques jours de cela, ça m'a été d'ailleurs reproché, le fait que le ministre de la Défense n'arrête pas de menacer le Liban, de dire qu'il va faire revenir le Liban 25 ans en arrière. Et pourtant, à l'épreuve des faits, c'est le Hezbollah qui ramène Israël 25 ans en arrière. Est-ce que c'est votre ressenti aussi ? C'est exactement ce que je ressens. Vous avez raison, je le dis et le répète, sans opération militaire au Liban, sans vaincre le Hezbollah, nous ne pourrons pas revenir ici. Je vis ici depuis 65 ans et j'ai des enfants ici qui sont évacués depuis 11 mois. Nous sommes devenus la bande de sécurité de l'État d'Israël. Nous ne pouvons pas vivre ici, c'est affreux. Nous sommes ici paralysés depuis 11 mois sans aucune activité. Rappelez-vous que nous sommes en pleine saison touristique qui vient d'être perdue depuis 1 an. Il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'habitants. Et s'il n'y a pas d'opération militaire d'urgence, et encore une fois, c'est un problème de politique. Les militaires sont ici au quotidien aujourd'hui. Le commandement du Nord, le commandement de l'arrière, de la défense civile, tout le monde est là, prépare, travaille, sont responsables. L'armée est prête et l'armée attend les ordres, sachant exactement ce qu'il y a à faire. Vous avez 30 secondes, Eliezer. C'est à vous. La caméra est à vous. Vous parlez à la France, vous parlez aux
téléspectateurs francophones, dites ce que vous avez sur le cœur. Vous avez 30 secondes pour le faire. Merci. D'abord, je suis heureux et je vous remercie de nous écouter et de nous entendre. Ce que j'ai à vous dire, c'est que l'État d'Israël a oublié le nord du pays. Nous n'existons plus. Nous entendons des promesses chaque jour et je peux vous dire, nous sommes devenus la bande de sécurité de l'État d'Israël. Il n'y a plus de vie possible ici. Le plus triste, c'est de voir ces localités vides. Vous allez voir ici des sites touristiques qui étaient magnifiques. Tout est vide. Il y a des localités qui sont devenues des villes fantômes. Nous sommes devenus simplement des endroits fantômes enfermés derrière des remparts. Nous avons des gens qui sont en alerte depuis 11 mois pour défendre nos logements. Il faut une solution et elle est militaire le plus vite possible. Merci infiniment, Eliezer Amselem, d'avoir répondu à nos questions. Et protégez-vous. Merci également encore une fois à Yossi Abravanel d'avoir été avec vous. J'ai vu que vous étiez très attentif à ce que disait malheureusement. Voilà, c'est la fin de cette édition. L'information continue sur i24 News.